BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. Je reçois la présidente de l'autorité des marchés financiers depuis un petit peu moins d'un an. Je crois que c'est la première fois qu'elle est avec ses nouvelles fonctions sur ce plateau. Bonsoir Marianne Barbalayani. Bonsoir Edwige Chevrillon. Et oui, c'est la première fois que vous m'invitez. Absolument, mais voilà, mais avant c'était difficile pour vous de parler. C'est toujours un peu difficile, on le verra sur quelques dossiers chauds, mais ça sera pour tout à l'heure. Hier, vous avez présenté votre feuille de route avec les orientations stratégiques que vous vouliez insuffler à l'AMF 2023-2027. D'abord une question, Paris est devenu la première capitalisation boursière d'Europe. Et surtout, on le voit aujourd'hui, on fait les comptes, il y a de nombreux établissements financiers internationaux qui se sont installés depuis la sortie de l'Union européenne du Royaume-Uni. Donc c'est plutôt quelque chose de très positif, cette ère post-Brexit, mais tout ça change quand même un peu le visage de la place de Paris. Vu d'où vous êtes, de l'autorité des marchés financiers, dont le siège qui a été rénové domine le Palais Brongniart, qu'est-ce qui vous paraît, quelles sont les caractéristiques de la place de Paris aujourd'hui ? Alors tout d'abord, je pense qu'il faut dire que c'est une bonne nouvelle pour plein de raisons. La première, c'est que c'est un atout pour l'autonomie stratégique européenne, puisque la place financière de Paris est la plus grande place financière de l'Union européenne. Elle est aussi, comme vous l'avez dit, par certains aspects, notamment la capitalisation boursière, elle est devenue la première place européenne devant Londres. Donc ça montre que nous avons effectivement chez nous une vraie attractivité. Et par ailleurs, évidemment, ça a des conséquences pour le régulateur parce que nous avons en face de nous des interlocuteurs que, en même temps, nous avons souhaité avoir, puisque Paris s'est positionné... Oui, mais certains sont nouveaux pour vous, puis il y a des pratiques un peu nouvelles, des pratiques financières parfois justement un peu troublantes, on va dire. Oh, écoutez, les acteurs financiers qui se rapatrient à Paris pour avoir un siège dans l'Union européenne et qui étaient à Londres, fondamentalement, ils n'avaient pas des pratiques très différentes. Quand ils étaient à Londres, et Londres était jusqu'à récemment dans l'Union européenne, donc ils sont soumis au même texte et ils ont l'habitude de la régulation. Ce qui est important, et c'est vraiment d'ailleurs un des points, c'est la première des grandes orientations stratégiques que j'ai présentées hier. Je crois que ce qui est important, c'est que ça montre qu'une place qui est intègre, qui bénéficie d'une régulation forte, parce que je crois pouvoir dire que les régulateurs français ont la réputation d'être... assez, disons, actif, de ne pas être vigilant. dans le vigilant, voilà, d'être vigilant, de ne pas être dans le laisser-faire, laisser-aller, etc. Et ça n'a pas empêché Paris d'être attractive, d'être une place financière attractive et d'attirer ces acteurs qui, effectivement, ont fait le pari que nous-mêmes nous considérons comme tout à fait essentiel de se dire, finalement, une place financière pour se développer, elle doit s'asseoir sur un régulateur fort qui pose des exigences, qui fait aussi de la pédagogie. On n'est pas uniquement dans le gendarme, la sanction, de la même bourse. si quand il le faut, on est gendarme et on sanctionne, et c'est connu. Et donc, effectivement, je pense que c'est un vrai encouragement pour la poursuite d'une approche de régulation assez vigilante et forte. Oui, justement, parce qu'on voit bien en ce moment, on parle beaucoup sur certains secteurs économiques qui croulent un peu sous les normes, ce qui freine la croissance, leur développement, etc. La ligne de crête, elle est assez étroite entre la régulation et puis la compétitivité de la place de Paris. J'imagine que pour vous, c'est un curseur qu'il faut manier avec prudence. C'est un équilibre à trouver. Nous y avons beaucoup réfléchi d'ailleurs dans le cadre de nos orientations stratégiques. Et nous considérons d'une part qu'il n'y a pas d'antinomie entre l'attractivité d'une place et la puissance de la régulation. Mais nous considérons aussi que nous devons nous soucier dans notre action de la compétitivité. Donc ça veut dire notamment qu'on va être vigilant sur la surréglementation, qu'on sera vigilant à ne pas surtransposer lorsque, sauf peut-être lorsque c'est vraiment un enjeu majeur de protection des épargnants, qui est notre première
priorité. Mais en tout cas, on sera vigilant et à être, en effet, pas dans la surréglementation, pas dans la surtransposition, et puis aussi à nos propres procédures, c'est-à-dire avoir des délais d'instruction qui seront corrects. Je crois qu'on est assez bon de ce point de vue-là, donc on veillera à maintenir cette performance et à se donner des indicateurs de performance. Et puis nous sommes dans une position d'écoute. Et ça a été très important pour l'élaboration du plan. Ça le sera aussi dans sa mise en œuvre. On a tenu compte des retours qu'on avait de la part des parties prenantes, dont effectivement tous les acteurs de la place. On a le sentiment, on reviendra sur ces priorités stratégiques, mais comme l'une d'entre elles, c'est la protection des épargnants, c'est la pédagogie. On voit quand même les arnaques financières qui se multiplient. On voit, il y a une loi justement pour un peu limiter leur rôle, mais sur les influenceurs, ils font sur certains produits, mais ils le font aussi sur des produits financiers. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Sur quoi vous alertez justement l'épargnant qui peut-être vous écoute ou vous regarde ? Alors, je crois qu'il faut que les épargnants se rendent compte qu'ils ont avec l'AMF une vraie ressource. Donc, ils peuvent s'adresser à notre service qui s'appelle Épargne Info Service, qui a traité l'année dernière 12 000 demandes. C'est assez massif. Ils peuvent aussi, lorsqu'ils sont mécontents, s'adresser à notre médiatrice, qui a traité 2000 demandes l'année dernière. Donc effectivement, nous sommes à l'écoute des épargnants. Nous sommes pour eux une ressource et je crois que c'est important qu'ils le sachent, donc je le réaffirme très fortement. Et on a considéré que c'était notre première priorité, la défense des épargnants. Ouais. Après, effectivement, nous avons des moyens d'action. Par exemple, lorsqu'on repère des offres frauduleuses, on peut demander à la justice le blocage d'un site. Ouais. Et puis la nouvelle loi... Ça se fait en combien de temps ? Oh, ça se fait c'est très rapide. Quelques heures, en quelques jours ? Quelques heures, non, mais en quelques jours. Oui. Oui. Et puis, on peut aussi, dans le cadre de la nouvelle loi sur les influenceurs, effectivement, nous allons pouvoir vérifier que l'influence s'exerce conformément à la loi, qui a notamment interdit aux influenceurs de faire de la publicité pour des produits trop risqués en matière financière. Donc effectivement, nous avons des pouvoirs, nous avons aussi des pouvoirs de sanction, le cas échéant. Donc en effet, on a un certain nombre de moyens d'action qu'on souhaite bien sûr toujours développer, mais je crois qu'on a un rôle qui est aujourd'hui reconnu et sur lequel, effectivement, il ne faut pas que les Français hésitent à s'adresser à nous lorsqu'ils ont des difficultés. Oui, et faire cette pédagogie de l'épargnant, c'est très important. Nous, on essaie de le faire, bien sûr. Ici, sur BFM Business, avec BFM Patrimoine ou BFM Bourse, cela dit, ça se multiplie puisqu'il y a les actions. Là, on voit que les épargnants sont toujours un peu réticents, mais enfin, ça va mieux. Mais il y a des tas d'autres produits financiers et c'est là où votre action de pédagogie doit être très forte, très poussée. Oui, parce que la meilleure prévention contre les arnaques, c'est quand même d'avoir des épargnants ou des investisseurs qui ont quand même un esprit critique et qui savent, en effet, démêler le vrai du faux et trier le bon grain de livret. Ouais. En pratique, c'est pas sorcier. Je dirais que lorsqu'on fait des offres mirobolantes... Non, mais vous avez tout le monde... Oui, les offres mirobolantes, mais tout le monde pense qu'on va décrocher la lune. Hein, de dire, Bien sûr, bien sûr. Et surtout, on observe des pratiques qui sont potentiellement un peu dangereuses. On est face, par exemple, à ce qu'on appelle la gamification, c'est-à-dire un peu le brouillage des frontières entre ce qui est jeu et ce qui est investissement. La gamification. Ça peut pousser, effectivement, les gens à toujours aller un petit peu plus loin, etc. Bon, ça, c'est des situations sur lesquelles on a besoin de faire beaucoup d'éducation financière, beaucoup de communication. Donc, on fait de la communication sur des médias qui ne sont pas forcément les médias habituels de l'AMF. On va sur YouTube, on essaye d'aller chercher notamment les jeunes investisseurs là où ils sont. Je ne dis pas qu'on fait tout ce qu'on devrait, puisque d'ailleurs, on voit ensuite arriver les dossiers avec les plaintes, etc. On pourrait toujours en faire plus, mais je crois qu'effectivement, un investisseur aguerri, c'est déjà un investisseur qui sait éviter le pire. Sur justement ces arnaques en ligne au sens le plus large du terme, vous avez reçu combien de dossiers ? Sur les arnaques en ligne, écoutez, je vous dis, on a reçu 12 000 plaintes l'année dernière, en 2022. Plaintes, mais là, est-ce que ça, juste pour voir si ça s'accélère. En 2023, on est à mi-2023. On est à peu près sur le même rythme, mais c'est vrai qu'on voit en effet des arnaques parfois très sophistiquées. Par exemple, avec des usurpations de noms de sociétés qui sont agréées et qui ont pignon sur rue.
dont on voit des usurpations de nom. Alors c'est très classique, hein, on le voit dans tout un tas de domaines, y compris le nom de l'AMF d'ailleurs a été usurpé, voilà. Oui. Mais avec un petit changement dans l'adresse, etc. Donc il faut beaucoup de vigilance. Je crois que le vrai message, c'est attention. Exercez votre esprit critique. C'est pas parce que vous êtes dans le monde digital que tout est mirifique et merveilleux et que tout ce qui est écrit est exact. Justement, il y a un domaine où parfois ça peut être mirifique, ça peut être le jackpot, mais aussi la catastrophe, c'est tout le domaine des cryptos. Les crypto-monnaies, on les suit ici, Guillaume Sommerer fait ça très bien. Comment fait-on, comment faites-vous pour surveiller, justement, en tant qu'autorité des marchés financiers, les cryptos, sachant que j'imagine qu'il ne va pas forcément avoir des fous des cryptos à l'AMF, ce n'est pas forcément votre culture, donc il faut recruter des gens, déjà qu'on n'en retrouve pas. Comment est-ce que vous faites pour essayer de vous mettre à la page pour suivre? Alors, peut-être 2 messages très importants sur les cryptos. Premièrement, il n'y a pas aujourd'hui de régulation sur la protection des épargnants, comme on peut l'avoir sur des produits financiers. Nous, on ne parle pas d'ailleurs de crypto-monnaie, on parle de crypto-actifs. Mais bon, c'est un détail. Oui. Bon. Crypto-actifs. Donc Vous avez raison, parce qu'il n'y a pas que les monnaies, bien sûr. Ceci étant dit, je vous rassure sur les compétences de l'AMF, parce que l'AMF est un régulateur qui se veut très proche du monde de l'innovation, de l'écosystème de l'innovation. Et nous avons de très très bonnes équipes qui, effectivement, ont pris l'habitude de travailler avec le monde de la crypto parce que depuis la loi Pacte, le monde de la crypto est régulé en France. Encore une fois, pas sur la protection des épargnants. Donc ça n'est pas une garantie sur la protection des épargnants. Mais par exemple, pour s'adresser à des investisseurs français, il faut être enregistré ou encore mieux agréé auprès de l'AMF. Ouais. Sinon, c'est une offre illicite et ça fait partie des choses sur lesquelles on demande la fermeture de site ou bien on peut demander aux plateformes, si c'est des influenceurs qui interviennent, qu'elles arrêtent de laisser ces influenceurs faire. Marianne Barba-Layani, en commençant, je vous ai demandé un peu de caractériser justement la place de Paris aujourd'hui, parce qu'il faut quand même se féliciter que ça soit devenu la première place. On disait que ça allait être Deutsche Börse. Eh ben non, c'est Paris, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Quand vous regardez là où votre vigilance est la plus sollicitée, c'est dans quel domaine ? Oh ben, on a plusieurs domaines. Oui, bien sûr. Mais c'est juste pour avoir un peu une espèce de hiérarchie des arnaques. Attention, il n'y a pas que des arnaques. Il n'y a pas que des arnaques ou des. On a quand même, heureusement, beaucoup d'offres par des acteurs régulés qui se font dans de bonnes conditions et l'immense majorité des choses. Bien sûr. Ce que je voulais, c'est qu'est-ce qui vous sollicite le plus ? Qu'est-ce qui nous sollicite le plus ? Je dirais, dans le contexte actuel, c'est s'assurer que les acteurs financiers, mais aussi les investisseurs, s'adaptent le plus vite possible au nouveau contexte de taux d'intérêt. Oui. Ça a été évoqué tout à l'heure dans les actualités. Avec le forum de CINFRA de Citra, oui. En fin de compte, assez récemment, d'une longue période de taux nuls, voire négatifs. Je ne dis pas que c'était une situation normale. Je trouve que c'est normal que l'argent ait un prix. Mais pour autant, c'est vrai que ça a créé un certain nombre d'habitudes, ça a eu un certain impact sur le prix des actifs. Et on voit qu'aujourd'hui, tout ceci évolue très rapidement. On le voit par exemple sur le prix des actifs immobiliers. Donc, par exemple, il y a des fonds d'investissement qui sont distribués sur le territoire français de manière tout à fait licite, qui sont investis dans l'immobilier. Il faut s'assurer que les valorisations sont exactes et puis que les investisseurs sont conscients effectivement qu'il y a des évolutions. Et ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'il ne faut pas qu'ils continuent à investir dans l'immobilier, mais ça veut dire simplement qu'il faut qu'ils s'assurent effectivement qu'ils ont une bonne information sur la situation. Oui, on va rappeler que vous avez été aussi à la tête de l'Association française des banques, hein, donc vous connaissez bien aussi tous ces dossiers. Tiens, une question sur les dossiers chauds du moment, avant d'aborder vos axes stratégiques. Des dossiers, par exemple, comme Vivendi, Lagardère. Qu'est-ce que vous regardez ? Je recevais Margaret Vestager il y a quelques jours et elle disait, moi, je vais quand même regarder s'il n'y a pas eu ce qu'on appelle un gun jumping, c'est-à-dire une prise de contrôle antérieure à l'autorisation, au feu vert de la Commission européenne. Pour vous, c'est un dossier qui vous concerne en quoi ? Alors, il nous concernerait s'il y avait des conséquences en bourse, c'est-à-dire
Alors, d'une part, on va, comme toujours, sur une société cotée, on va exercer notre pouvoir de surveillance des marchés. S'assurer qu'il n'y a pas des mouvements inexpliqués, poser des questions si ça arrive, regarder si la communication financière est exacte. Ça, c'est la base de notre intervention, quels que soient les dossiers. Et ça, évidemment, c'est pas spécifique au dossier que vous avez évoqué, il y en a d'autres. On va regarder ça. Après, s'il y avait par exemple une évolution sur le périmètre boursier, une introduction en bourse ou quelque chose comme ça, évidemment, là, nous serions au cœur de nos compétences. En matière de concurrence, qui est le sujet que vous évoquez, ce n'est pas nous qui sommes compétents. Non, mais ça, bien sûr. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que ça a forcément des conséquences sur le titre. On a vu que le Vivendi, le titre sortait du CAC 40, donc il y a forcément des évolutions. Sur un dossier comme Casino, ô combien compliqué, donc pour la défense des épargnants, là, je veux dire, s'ils s'y retrouvent, déjà que nous, on ne s'y retrouve pas, entre Rallye et Casino, avec des mouvements de bourse quand même très importants, vous, là, qu'est-ce que vous regardez ? Toujours la même chose, c'est-à-dire tant qu'il n'y a pas d'opération spécifique qui peut entraîner une opération. Il n'y a pas d'enquête ouverte. Alors ça, évidemment, je ne peux pas communiquer. Si c'est le fait que l'enquête soit ouverte ou pas, ça vous pouvez le dire. Jamais. Non. Lorsque les enquêtes aboutissent, il peut y avoir des informations publiques lorsqu'il y a des condamnations, etc. Mais sur l'ouverture de nos enquêtes, nous ne communiquons jamais. Ça, alors là, c'est une règle absolue. Nous sommes tenus au secret professionnel. Mais ce que nous regardons, c'est toujours la même chose. C'est ce qu'effectivement, l'information financière qui est donnée aux investisseurs, elle reflète la réalité de la situation des entreprises. Et puis, est-ce que lorsqu'il y a une information importante qui est portée à la connaissance de l'entreprise, est-ce qu'elle est communiquée au marché de manière transparente, etc. Autre priorité stratégique pour vous, d'abord, votre priorité stratégique, c'est de dire j'ai besoin de plus de sous, j'ai besoin de plus de moyens, plus d'effectifs. Non, je vous rassure. C'est ce que vous avez dit. Priorité stratégique, c'est une conséquence de nos priorités stratégiques. Parce que nous avons des missions qui sont beaucoup développées. On a 2 domaines qui ont explosé, entre guillemets, dans les dernières années. La finance durable, sur laquelle la place de Paris, c'est d'ailleurs un de ses éléments d'attractivité, on en parle tout à l'heure, mais aussi son régulateur et les régulateurs européens sont beaucoup montés en puissance. Voilà. Et puis, vous avez tout le domaine de la digitalisation, de l'innovation, qui nous mobilise beaucoup, parce qu'effectivement, nous sommes le régulateur des prestataires en cryptoactifs, par exemple, qui n'existaient pas avant la loi Pacte. Donc, nos missions se développent. On souhaite effectivement être efficace au service des investisseurs, des épargnants, de l'intégrité du marché. Donc tout ça, ça nécessite qu'on continue à investir, qu'on puisse par exemple continuer à développer la surveillance des marchés en utilisant la data. C'est déjà ce qu'on fait, mais c'est quelque chose qu'on peut développer beaucoup plus. Et puis, on a besoin aussi de moyens juridiques de temps en temps. Donc ça, c'est aussi... Oui, mais là, l'intelligence artificielle va vous donner un sacré coup de main. Exactement. Ça peut nous aider. On utilise déjà un certain nombre d'outils d'intelligence artificielle. On souhaite pouvoir continuer à se développer dans ce domaine-là. En même temps, je dirais, nous sommes une autorité publique. Nous avons une mission d'intérêt général, nous sommes une autorité publique. Et alors, donc, en tant qu'autorité publique, nous participons globalement à l'effort de sérieux budgétaire, en ayant effectivement à la fois... Pardonnez-moi, là, vous voulez dire quoi ? Ce que je veux dire, c'est que nous avons besoin de moyens, mais que nous commençons par serrer les boulons chez nous, pardon de cette expression, avoir une gestion resserrée, être attentif à nos performances, avoir des bons indicateurs de performance, etc. Et puis après, c'est vrai que nous avons besoin de moyens budgétaires, de moyens humains, et que si nous sommes capables de convaincre que nous faisons tous les efforts nécessaires en interne, j'espère qu'on saura aussi convaincre le gouvernement et le Parlement de nous donner en loi de finances les moyens nécessaires à notre action. Il vous faudrait plus combien ? Vous savez, ici, on adore les chiffres. Ah bah vous savez, on pourrait occuper beaucoup plus de gens. Moi, ce que je constate, on a à peu près 500 personnes à l'AMF, un petit peu moins fin 2022. Par rapport à nos collègues étrangers, on est relativement petit.
Et donc c'est vrai que par rapport à la taille de la place financière, on voit bien qu'on aurait besoin de quelques ETPT, comme on dit. C'est quoi des ETPT? C'est des emplois en moyenne sur l'année, pour résumer. On aurait besoin d'avoir un petit peu plus. Ça veut dire quoi? C'est 20, 50? Ça veut dire 30, entre 10 et 20 pour pouvoir effectivement faire face correctement aux nouvelles missions. Encore une fois, on a des équipes qui sont fantastiques, qui sont super motivées et qui ont déjà développé des expertises dans la configuration actuelle sur un certain nombre de nouveaux sujets, que ce soit l'innovation ou la finance durable, où je crois pouvoir dire qu'on est très reconnu. À l'international aussi d'ailleurs, si je peux me permettre, on est vraiment une autorité qui compte et donc il faut qu'on soit comparable en moyens à nos pairs, je dirais au moins au niveau européen. Oui, surtout si on devient les premiers, c'est ce qu'on peut dire. Tout à fait. Que nous sommes maintenant, je dis nous. Ce que nous sommes, oui. Paris, place financière. Votre prédécesseur, Robert Ophèle, c'était un de ses chevaux de bataille, du reste je crois qu'il s'en occupe toujours, c'était d'essayer de développer une autorité de marché européenne. Est-ce que ça avance? On sait bien que ça coince toujours un petit peu partout, mais est-ce qu'un jour on va y arriver? Est-ce que c'est ce qui vous paraît, du reste, nécessaire? Parce que c'est peut-être bien aussi qu'il y ait des autorités de marché sur chaque place. Alors, je dirais que dans l'idéal, effectivement, il faudrait qu'il y ait une autorité de marché européenne qui ait beaucoup plus de pouvoir. Oui. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'il ne reste pas des autorités nationales. Si vous regardez ce qui s'est passé dans le secteur bancaire, vous avez une autorité européenne à Francfort de supervision, mais c'est un système qui associe aussi les autorités nationales et il y a une répartition des rôles. Pour être transparente, je pense qu'à court terme, ce n'est pas quelque chose qui peut se faire dans le domaine des marchés financiers. Donc notre priorité, que nous avons d'ailleurs inscrite dans nos orientations stratégiques, face à cette situation où on voit bien que politiquement, très probablement, ça ne se fera pas à très court terme, même si on pourrait considérer que c'est un idéal qu'il ne faut pas perdre de vue. Notre priorité à court terme, c'est la convergence des pratiques entre superviseurs pour qu'effectivement cette situation ne se traduise pas par plus de fragmentation des marchés et aussi par un risque pour les épargnants de ne pas avoir exactement le même niveau de protection selon le lieu où est localisé le prestataire de services. Justement, une dernière question, Marianne Barbalayani. On a appris juste avant, en fin d'après-midi, que l'AMF, vous êtes en train de requérir 500 000 € d'amende contre RS Gestion. Si je dis ça, c'est intéressant, c'est que c'est la première fois que c'est une société de gestion d'épargne salariale. Oui, en effet. Au moment où on parle beaucoup de retraite, pourquoi en France il n'y a pas de fonds de pension, il y a tout ce débat-là que vous connaissez aussi bien que moi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, je pense que ce qui est important, c'est que, en effet, que ce soit pour toute catégorie d'épargne, mais y compris l'épargne salariale, nous puissions assurer aux Français que les procédures de gestion sont bien en place, que la sélection des fonds qui est présentée correspond effectivement aux process qui sont attendus de ce type de société. Donc là, il y a un manque de transparence, en fait. Et puis, effectivement, lorsque nous constatons à l'occasion d'un contrôle ou d'une enquête que ça n'est pas le cas, eh bien, effectivement, on ne fait évidemment pas de sanctions pour l'exemple, mais il est important que nous soyons capables de sanctionner. Alors, ce n'est pas nous qui déciderons. Nous avons requis, effectivement. On verra ce que la commission des sanctions décidera in fine. Mais effectivement, il est important que les acteurs sachent que sur leurs obligations professionnelles, ils sont attendus. Oui, c'est intéressant, c'est le côté épargne salariale. Bon, bien sûr. Vous avez raison, il faut être très très vigilant. Si on veut peut-être inciter les Français, en tous les cas, à épargner et à acheter des actions de leur entreprise. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc, merci. La présidente de l'autorité des marchés financiers était notre invitée.